Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Jessica et Marc-Soleil. On a eu la chance de parler avec Carole Lebel, qui est capitaine dans la police de Trois-Rivières. Donc, elle nous a expliqué un petit peu quel était son mandat en tant que capitaine. Là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bonjour Carole! Allô? Bonjour, bienvenue à cette émission de podcast avec un E. On a la chance de recevoir Carole Lebel avec nous. Carole qui travaille pour la police de Trois-Rivières. Je suis avec Jessica. Puis en fait, Carole, aujourd'hui, on voulait te recevoir justement pour parler un petit peu de ta job en tant que police, on va le dire, de capitaine, utilisons les vrais mots. Puis je te propose en fait qu'on y aille un petit peu par ligne du temps pour faire un petit peu le recap de toute ta carrière, de toutes tes études aussi, puis ce qui t'a amené à aujourd'hui. Bon, ben super. OK. Fait que partons de la base. Quand tu veux rentrer dans la police, tu vas en technique policière. Oui, exactement. Bonne réponse. Toi, c'était-tu évident? C'était ça que tu voulais? Tu es en secondaire 5, tu t'en vas en technique policière? Ben depuis que je suis toute petite, en fait. Je pense que dès que j'étais une jeune enfant, j'avais le goût de sauver le monde. En fait, c'était un peu l'idée qui m'animait derrière ça. Je pense pas qu'au début, c'était policière parce que j'étais beaucoup trop jeune. J'ai pas personne dans la famille qui est policier non plus. Fait qu'au secondaire, j'ai lu un livre, par exemple, d'un policier qui avait infiltré un groupe criminalisé, puis je trouvais que derrière ça, c'était très intriguant, ce type de métier-là. J'ai aussi écouté des séries à la télé. Une qui m'a beaucoup marquée, c'était Jasmine. Il y a eu la série Omerta aussi dans ces années-là. C'est venu un peu confirmer ce goût-là. Il y avait aussi au secondaire, là... un test qu'on pouvait faire là, dans notre cours de choix de carrière, puis ça venait confirmer là, que de travailler avec le public et tout ça, là, ça pouvait être un choix qui pouvait être bien pour moi finalement. Fait que par la suite, j'ai commencé l'entraînement, je vous dirais, en secondaire 5, en sachant qu'il y avait des tests physiques là, pour pouvoir entrer en technique policière. Fait que là, c'était mon prof... un de mes profs là, du secondaire que sur l'heure du dîner, il me faisait des entraînements là, pour pratiquer ma course parce que là, j'avais un temps à pouvoir atteindre au niveau de la course. Il y avait aussi des tests musculaires à l'époque. Donc, il m'avait fait un petit programme très, très, très spécifique pour que je puisse réussir mes tests. Puis par la suite, un coup que j'ai réussi les tests physiques, j'avais fait différentes applications là, de souvenirs. J'avais appliqué à Rimouski, parce que je viens du bas du fleuve. Là, je viens de Rivière-du-Loup, donc j'avais appliqué à Rimouski. J'avais appliqué aussi à Québec, au Collège Notre-Dame-de-Foy, puis à Garneau. Parce qu'en fait, j'ai une sœur jumelle, puis ma sœur jumelle, elle étudiait en design de mode. Elle voulait étudier en design de mode, donc on voulait se trouver absolument une école où on pourrait être les deux ensemble. Puis à ce moment-là, Rimouski, c'était pas... ça se donnait pas à Rimouski. Puis le seul cégep proche de Rivière-du-Loup, c'était le campus Notre-Dame-de-Foy, où il y avait les deux formations qui se donnaient. Puis à l'époque, au campus, il y avait une offre de programme qui, malheureusement, n'a pas eu lieu, mais il y avait l'option DEC-BAC à cette époque-là. Quand j'étais en secondaire 5, il y avait une publicité que j'avais lue. Il mentionnait, tu fais ta technique policière en 3 ans, mais tu fais 3 sessions au lieu de 2 à chaque année, puis après ça, 1 année d'université, puis tu finis avec un bac. OK. Il y avait eu ce projet-là qui, finalement, malheureusement, n'a pas eu lieu. Je ne sais pas pourquoi, là, à cette époque-là. On a possiblement eu les raisons, là, mais ça ne fait pas partie de ma mémoire. Mais quoi qu'il en soit, quand ils nous ont appris que ça avait plus lieu, de toute façon, j'étais déjà inscrite. Puis moi, de pouvoir me retrouver pas très loin de ma sœur jumelle, c'était aussi... c'était important pour moi. Okay. Mais je trouve ça intéressant quand tu parles de l'accompagnement que tu as eu, l'inspiration quand même très jeune. Tu parles d'une préparation pour en arriver à ton but quand même particulière et exigeante. Là. Tu parlais d'un professeur qui t'a comme coaché un peu. Est-ce que ça a fait une différence pour toi? Est-ce que tu dirais que c'est important et en quoi? Oui, ça a été super important pour moi parce que, évidemment, ne sachant pas trop comment me préparer, j'étais arrivée
pour lui expliquer, ben voici ce que j'ai à atteindre comme objectif. Voici quels sont les résultats espérés pour pouvoir passer à l'étape suivante. Fait que, tu sais, de sentir que je pouvais avoir du soutien puis de l'encadrement, puis, tu sais, parce que je me souviens que c'était aussi le prof d'éducation physique. En fait, il nous enseignait de mémoire, est-ce que c'était la biologie ou la chimie? Là, je suis plus certaine, il me semble que c'était la chimie, mais il était aussi prof d'éducation physique. Fait que pour moi, il y avait une crédibilité au niveau du sport, fait que de pouvoir savoir que ben, tu sais, ses conseils, pour moi, faisaient du sens, étant donné que je venais pas nécessairement d'une famille qui était très active. Donc, tu sais, c'était pour moi aussi un nouvel apprentissage, puis de pouvoir apprendre à... Bon, la discipline, comment on fait pour s'entraîner. Atteindre un objectif. Exactement. Je fais une petite parenthèse, là, mais je pense au décrochage scolaire, à des milieux là, peut-être moins favorables au développement scolaire de certains jeunes. Tu sais, ça peut être important, justement, d'avoir un modèle qui nous aide, qui nous accompagne. Là, exactement, puis on se sent moins seul à ce moment-là. Puis, comme je vous dis, j'avais pas nécessairement de modèle policier, tu sais, dans ma famille. Donc, je partais un peu avec de l'inconnu, là, à ce moment-là. Ouais, puis c'est des gros tests, je pense, hein? Je pense que c'est quand même exigeant. Bien, c'est sûr que, tu sais, pour moi qui n'avais jamais fait de sport, de me dire, ben tu sais, là, il faut que tu ailles chercher tel résultat dans tel type de test. Est-ce que ce sont les mêmes tests aujourd'hui, là? Je pense qu'il y a des choses qui ont changé aussi avec le temps, mais assurément, bon, les tests de course sont toujours là, puis certains tests en lien avec la force ou la forme physique, bien, c'est sûr que... oui, ça demandait une préparation différente que tout autre, finalement, choix d'études. Là. Est-ce que tu avais des choix particuliers à faire dès l'âge de quoi? Tu avais 16 ans à peu près, 17 ans. Est-ce que, par exemple, tu avais des habitudes de vie? Il a fallu que tu arrêtes de fumer? Il a fallu que... Non, j'avais, je vous dirais, une jeunesse assez tranquille, dans le sens que j'étudiais vraiment beaucoup. Ben, moi et ma sœur, en fait, on était les deux sur le même modèle, dans le sens qu'on étudiait vraiment beaucoup. On avait à cœur notre réussite scolaire, puis on était sérieuse dans notre cheminement. Fait que, tu sais, on passait les journaux, on gardait des enfants, on avait vraiment une routine, là. On faisait du bénévolat aussi au niveau de notre communauté. Wow. Tu sais, on n'était pas nécessairement... je veux dire, on avait des amis, mais on sortait pas, on n'allait pas... Non, on n'allait pas dans les parties. Puis, tu sais, on a été comme très bien encadrés, là, je vous dirais, par mes parents. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas nécessairement un gros changement. En fait, le gros changement, ça a été le dépaysement, le fait d'avoir à quitter ma ville pour aller étudier à Québec. Fait que là, c'était la première fois que je partais... de ma résidence familiale à 17 ans, donc, tu sais, de quitter mes parents. Fait que ça a été un apprentissage, mais suite à ça, on dirait que c'est d'apprendre à s'occuper de soi-même, d'être capable de subvenir à ses besoins. Évidemment, les parents étaient quand même pas loin si on avait besoin, mais tu sais, d'apprendre à cuisiner pour nous, faire notre lavage, s'assurer de gérer notre budget pour avoir suffisamment les sous pour arriver. Mais j'étais fière après ça de me dire, ben j'ai appris. Puis ça a été très utile parce que ça m'a donné l'impression qu'après ça, je pouvais atteindre n'importe quoi parce que, tu sais, quand même, c'était un changement qui était important dans ma vie, là, jusque-là, parce que j'avais pas nécessairement vécu de grandes difficultés, là, jusque-là. Fait que beaucoup d'apprentissage. Là. Oui, vraiment. Puis déjà, on sentait une volonté, une discipline, là, déjà. Wow, bravo! Puis comment t'as trouvé ça, la technique, en tant que telle? Ah, ben je me suis tellement investie parce que c'était vraiment mon choix de carrière, c'était vraiment le rêve que j'avais. Donc, pour moi, c'était tellement normal de pouvoir mettre du temps, puis d'être sérieuse dans mon entraînement, d'être sérieuse dans mes études, d'être sérieuse, parce que j'ai eu à travailler un petit peu là, pendant ma technique policière, mais tu sais, de vraiment garder le plus possible le focus là, sur les études pour bien réussir, surtout en sachant que, bien évidemment, on veut bien réussir, on veut pas avoir d'échecs, on veut être capable après ça de pouvoir avoir les meilleures notes possibles pour rentrer le plus rapidement possible à l'École nationale, parce qu'évidemment... ils vont prioriser les gens qui réussissent mieux. Donc, tu sais, il y avait tout ça derrière. Tu sais, l'objectif de se dire, ben je veux pas attendre. Je veux pas que, finalement, parce que j'ai fait un mauvais choix de vie, ben ça fasse en sorte que je sois retardée. Oui, tu savais ce que tu t'en allais, puis tu priorisais tout ce qu'il faut pour aller là. Oui. OK. Mais malgré qu'aujourd'hui, parce que je suis quand même rentrée jeune, ça a fait que j'ai eu un parcours, tu sais, j'ai fait la technique policière à l'École nationale, puis j'ai été engagée. Mais je suis rentrée jeune. Oui, ça a du positif,
Mais en même temps, tu sais, aujourd'hui, est-ce que je referais la même chose? Parce que, évidemment, à 21 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience de vie. Puis ça m'est arrivé, là, de me faire dire par des gens, par des citoyens... ben, tu comprends-tu? Tu peux pas comprendre la situation que je vis là, à l'âge que t'as, ou tu sais, des choses comme ça. Puis, tu sais, avec du recul, tu te dis, ouais, c'est vrai que peut-être que j'avais pas toute cette maturité-là. Même, tu sais, j'avais beau être une fille sérieuse, mais veux pas, tu sais, tout l'apprentissage qu'on fait de vie. Fait que je trouve quand même ça bien aujourd'hui quand je rencontre des futurs recrues qui ont quand même un certain bagage de vie, parce que je me dis, ben ils ont maturé, ils ont été chercher une expérience qui est vraiment pas négligeable, tu sais, pour pouvoir justement bien intervenir avec les gens, puis vraiment faire preuve tu sais, avec les gens d'une compréhension, parce qu'ils comprennent, là. Ouais. Puis je l'ai vu, la différence, tu sais, entre quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience de vie versus quelqu'un qui... C'est normal, parce que on n'a pas nécessairement, moi je vous l'ai dit, là, je viens pas d'une famille où ce que j'ai vécu nécessairement des difficultés majeures. Donc, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est un clash quand j'arrive dans un métier où ce que c'est... je peux vivre l'extrême. Tu sais, j'ai vécu une enfance quand même très bien cadrée, puis là, j'arrive dans un milieu de vie où ce que je me dis, oh, OK, il y en a des difficultés, puis il y en a des situations pour lesquelles les gens sont dans le besoin. Fait que, tu sais, ça reste quand même que ça fait une différence avec ce que j'ai pu voir. Mais je suis contente de t'entendre parler de ça, de sensibilité, parce que quand on pense à la police, souvent on pense à rigidité, imposer les lois, mais il y a tout aussi un aspect humain, il y a un aspect technique d'intervention, il y a un aspect de sensibilité. Donc, merci de nous rappeler que ça fait partie aussi de votre mission et de votre être. Puis assurément, parce qu'on n'est pas des robots. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, dans la police, comme dans tous les métiers, il y a une représentation quand même de tous les modèles de personnes d'une société, assurément. Mais, tu sais, je vous dirais qu'il y a tellement une belle... c'est tellement important pour pouvoir faire ce métier-là puis rester groundé, tu sais, avec la réalité puis le terrain, tu sais, d'avoir quand même des belles qualités interpersonnelles, parce que sinon, on réussirait pas à passer au travers une carrière. Tu sais, il faut qu'intrinsèquement, on ait quand même ce désir-là de vouloir aider, de vouloir faire une différence dans la vie des gens, parce que sinon, on pourrait pas faire toutes ces années-là, un peu comme votre travail à vous. Tu sais, faut être capable d'avoir tu sais, ce désir-là intérieur pour y parvenir. Puis là, après ta technique, justement, tu es allée à Nicolette. Oui. Tu es allée à l'école de police. Comment tu as trouvé ça? C'était un 15 semaines? Ben, je pense que moi, dans le temps, c'était 13 semaines de mémoire. Mais oui, mais là, ça a été intense, là. Ouais. Ça a été intense, mais en fait, quand j'ai eu l'appel pour pouvoir intégrer l'École nationale, en fait, c'était une cohorte de conventionnels. Une cohorte de conventionnels, c'est un parcours un peu différent. C'est des gens qui ont déjà une carrière, qui ont décidé de se réorienter, puis qui peuvent bénéficier là, à ce moment-là, pour certaines organisations policières, à l'époque, là, parce on est en 2002, de se dire, ben il y avait la Sûreté du Québec, puis possiblement le SPVM aussi, qui offrait cette possibilité-là. Tu as une carrière ailleurs, tu as eu, par exemple, un diplôme en finance, un diplôme en informatique, ou peu importe quoi. On t'offre la possibilité, tu sais, pour ceux qui veulent faire leur technique policière, mais d'une façon un petit peu plus raccourcie, qui est sur une période d'une année. Donc, on appelle ça une attestation d'études collégiales. Puis par la suite, de faire le processus complet, là, le même 13 semaines à l'École nationale. Fait que moi, quand j'ai eu l'appel, on m'a dit, ben tu viens faire les tests, mais on te garantit pas, même si tu passes les tests, que tu vas rester à l'école. C'est parce que c'est un processus de conventionnel. Mais c'est possible qu'il y ait des échecs dans ce processus-là. Fait qu'on comble avec des gens qui ont fait le parcours qui est dit traditionnel, donc le 3 ans de technique policière avec l'École nationale. Fait que là, mon stress, là, c'était surtout de dire, ben tu sais, je savais que j'étais prête pour mes tests. Il y avait, oui, un stress de réussir, mais là, de me dire, est-ce qu'on va me garder? Parce que là, j'arrivais avec mes valises en sachant pas, ben finalement, peut-être qu'ils vont me dire, mais on n'a pas de place pour toi, tu devras attendre à une prochaine cohorte, tu sais. Puis finalement, là, je me souviens là, d'être dans les estrades, là, quand on a fini tout le monde nos tests, puis que là, ils nomment les noms pour dire ceux qui restent, puis ceux qui devront quitter. Puis là, quand ils nomment mon nom, je suis comme tellement pas sûre que là, je regarde mon voisin d'à côté, puis là, je lui demande,
y a-tu dit mon nom, là? Je vais tellement être sûre que je m'en retourne pas avec mes valises. Parce que là, je me dis, mais là, je m'en retourne comment, là? Parce que j'avais un lift, moi, qui est venu me reconduire, mais j'avais pas d'auto. Mais finalement, j'ai pu rester. Fait que j'étais tellement contente de rester. Fait que j'ai commencé mon stage avec tellement de joie. Puis j'ai eu le plus beau groupe au monde. Honnêtement, j'ai vraiment eu un beau groupe parce que c'était des gens vraiment provenant de plusieurs milieux aussi multiculturels. Fait que ça, c'était plaisant d'apprendre à voir, de comprendre mieux leur réalité ou, dans leur pays, parce que je me souviens, là, j'ai fait mon cours avec Syriens, Italiens, des gens de cette nationalité-là, des gens en provenance aussi d'Haïti, avec vraiment des bagages super intéressants, puis ça nous a permis de pouvoir jaser de plein de choses. Fait qu'on dirait que ça a été pour moi un parcours tellement enrichissant de pouvoir faire la connaissance de ces gens-là, puis de pouvoir bénéficier un peu de leur expérience de vie. Fait que pour ça, ça a été un beau stage. J'ai été chanceuse. Ah, ça a bien valu le stress que tu as vécu. Oui. Assurément. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai fait des petites recherches, là, puis entre autres, à l'École nationale de police, en 2017-2018, le taux de femmes admises, la proportion, c'était de 30%. OK. Tandis que, justement, en 2002-2003, pas loin de ta cohorte, on était à 44%. Ben, je suis surprise. Je suis très surprise que le chiffre soit à la baisse. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je suis embêtée. Mais toi, comment t'as vécu ça? Est-ce qu'il y a eu des particularités, une réalité pour toi, étant femme, une jeune femme, dans un milieu plus homme, qui doit aussi imposer des choses, traverser le courant comme tout le monde, là? Comment t'as vécu ça? Bien, assurément, quand moi je suis rentrée dans l'organisation, dans les premières années, on n'était pas beaucoup de femmes. Ouais. Fait que, ça pouvait arriver, par exemple, qu'on était 2 filles sur l'équipe. Puis, autant que, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé pouvoir travailler avec des gars parce que quand tu réussis à faire tes preuves, on dirait que, là, t'es comme... tu fais partie de la famille, puis tu sais que tu vas avoir le backup puis tout ça. Mais oui, j'ai senti que j'ai eu à faire mes preuves. Puis même dans ma période d'induction, là, je me souviens, un policier avec qui j'étais... que j'ai été jumelée, là, peut-être la première semaine, puis qui me parlait un peu de son expérience, puis qui me disait, ouais, comme femme, tu vas avoir à faire tes preuves. Puis... je l'ai senti, ça. Je l'ai senti, mais ou en même temps, des fois, je me demande, est-ce que c'est moi qui s'imposais cette pression-là de me dire, il faut que je prouve que j'ai ma place, puis que je puisse la gagner, cette confiance-là. Ouais. Puis on dirait qu'à toutes les différentes étapes que j'ai atteintes dans ma carrière, j'ai senti que j'avais peut-être cette obligation-là de faire mes preuves. Fait que des fois, je me demande, est-ce que c'est parce que j'ai senti cette pression-là qui était réelle ou est-ce que je me suis moi-même créé cette pression-là? J'aurais peut-être de la difficulté à vous le dire. Mais assurément, en parlant avec d'autres consoeurs féminines, assurément, on a senti qu'on avait quand même Est-ce qu'on avait moins le droit à l'erreur? Si je regarde ça de façon objective, puis que je me prends mon pas de recul, je réalise aujourd'hui, gars-filles, je veux dire, si tu te mets les pieds dans les plats, on reste que c'est un milieu qui est très... tu sais, les gens peuvent te le faire sentir, vont vouloir te taquiner, vont vouloir peut-être, justement, dans un esprit de camaraderie, tu sais, de te dire, de souligner que tu t'es trompé alors que ils veulent peut-être juste te démontrer soit qu'ils ont, tu sais, je veux dire, qu'ils t'apprécient. D'autres fois, tu peux sentir que finalement... ouais, là, ils vont en parler jusqu'à temps que quelqu'un d'autre se trompe, tu sais, puis que finalement la chaleur soit rendue sur quelqu'un d'autre. Fait que oui, au début, tu te dis, faut que je puisse, en fait, m'assurer, mettons, dans une intervention, faut pas figer, hein, faut être capable d'être prêt à intervenir s'il arrive une situation où ça brasse, puis tout ça, parce que tu le sais que là, si jamais tu réagis mal dans une de tes premières interventions, mais ça va se parler, puis après ça, ils vont se dire, moi, je ne vais pas travailler avec elle. Tu sais, elle n'est pas capable de... Quand c'est dans une intervention que c'est plus touché.
finalement, on ne pourra pas avoir confiance. Fait que, tu sais, oui, il y avait ce sentiment-là. Il y a quand même une pression, je pense, là, sur les femmes dans un milieu, entre guillemets, d'hommes, là, dans le sens que tu dois performer, tu dois te ressortir du lot, tu dois, je sais pas, adapter ton ton de voix, ton regard. Mais j'ai quand même réalisé que cette pression-là était aussi présente, mais pour des garçons de petite taille, ou tu sais, qui étaient plus peut-être, tu sais, avec un gabarit peut-être un petit peu plus longiligne, tout petit, pas, tu sais, plus menu, par exemple. Fait que j'ai réalisé que c'était pas nécessairement différent. Puis quand même, moi, dans mon parcours de patrouilleur, là, de policière sur la route, j'ai travaillé plus souvent avec des filles. Fait que j'ai eu beaucoup de duos de filles. Fait que, tu sais, souvent, pour les gars, ben, tu sais, si on avait besoin, on les appelait. Mais, tu sais, moi, je me souviens, là, j'intervenais avec des policières, on allait sur une situation, puis le citoyen, il nous disait, mais j'ai pas le goût de me battre avec vous, les filles, parce que, tu sais, vous êtes fines, puis vous me parlez, tu sais. Fait que ça pourrait avoir certains avantages. Ben oui, puis je vous dirais que, tu sais, souvent, tout est dans l'attitude, tu sais. Ben oui. Tu sais, puis je me souviens, là, je me souviens d'une intervention, le gars m'avait dit, en tout cas, c'est pas toi qui vas me sortir d'ici, tu sais, puis très craqué. Bien, moi, j'y avais dit, ben je veux juste m'assurer que tout le monde, par exemple, est en sécurité. Je vais faire ce que j'ai à faire comme travail, puis je m'en vais après, tu sais, puis ça avait calmé le jeu. Mais alors que je le sais qu'un collègue, peut-être, aurait dit, ah ouais, tu sais, c'est pas toi qui va me sortir. Peut-être qu'il y aurait eu peut-être plus le petit combat de coq à ce moment-là. Peut-être des petites stratégies différentes. Qu'on développe, là, de finesse ou de... Puis, est-ce que tu as l'impression, avant et aujourd'hui, qu'une femme policière est moins crédible, ou plus peut-être, qu'un homme policier? Bien, honnêtement, je pense qu'on a vraiment, autant hommes et femmes, tu sais, chacun nos forces, peut-être respectives, qui fait en sorte que quand on travaille en duo, là, filles et garçons, je trouve que ça fait un duo vraiment, vraiment complet, en fait. Ouais. Parce que, évidemment, il y a des situations pour lesquelles, ben, tu sais... je vous le dis, là, tu sais, j'en ai eu des collègues tellement sweet, là, des gars tellement sweet que tu te dis « Oh my God, mais je suis tellement... » Tu sais, il me semble que j'y aurais tout dit ou j'aurais été comme tellement en confiance. Fait que, vraiment. Fait que, tu sais, je vous dirais, là, tu sais, des fois, c'est pas une question de sexe, c'est vraiment une question d'attitude puis une question vraiment de personnalité. Oui, plus parce que j'en ai vu aussi des filles plus... tu sais, mettons, qui avaient une attitude où tu avais l'impression de dire ben là, descendre de ton piédestal, t'as pas rien à prouver. Mais tu sais, je pense que des fois, ces gens-là, quand ils ont cette attitude-là, à quelque part, c'est parce qu'ils veulent comme tellement... surmonter. Ou s'assurer, en fait, qu'ils sont pris peut-être en considération, qu'ils ont une crédibilité, mais je pense qu'on peut le faire différemment, tu sais, tout en... Ben, je pense que d'emblée, dès que tu es respectueux avec les gens puis que tu abordes les gens de façon convenablement, bien, habituellement, ça se passe bien. Évidemment, les situations de crise font en sorte que faut adapter, là, parfois, puis t'as beau avoir l'attitude la plus respectueuse au monde, si la personne est en situation de crise, puis qu'elle n'est pas nécessairement dans un état pour percevoir la sensibilité, ben oui, tu sais, il va y avoir l'utilisation de la force, puis, tu sais, qui malheureusement, parfois dans le travail, doit être utilisé, doit s'appliquer, oui, exactement. Mais tu parles de ta formation, ton développement au niveau d'éducation, au niveau scolaire. Peux-tu nous parler de ton parcours dans la police? Là, tu as ton diplôme, tu es diplômé. Est-ce que ça se passe comme dans les films? Est-ce que tu as couru après des gens? Est-ce que tu as arrêté des gens avec force? Est-ce que tu t'es battu? Raconte-moi des anecdotes, là. Oh mon Dieu! Ben oui, ben je veux dire, il y en a plein d'anecdotes, puis il faut savoir aussi, oui, c'est sûr que j'ai couru après des gens, oui, j'ai eu à maîtriser des gens dans ma carrière, surtout... en étant policière patrouilleur, là, parce qu'après ça, aux enquêtes, c'est différent, mais oui, c'est arrivé. Puis aussi, à l'époque, on était policier-pompier, donc là, on traînait la poche à feu dans le véhicule patrouille, fait que là, des fois, on avait l'appel policier, on allait sur l'appel, puis 10 minutes plus tard, là, c'était un appel pour un incendie, fait que là, on arrivait sur les lieux de l'incendie, on enlevait l'uniforme de policier, on mettait l'uniforme de pompier, puis là, on allait éteindre le feu. Fait que c'était très... C'est toi qui éteignais le feu?
Ben, en fait, oui, je faisais toute l'équipe, mais oui, on attendait le camion incendie. Pendant que le camion incendie arrivait, nous, notre job, finalement, c'était de mettre le bunker de pompiers. Ah, ouais. Puis d'assurer de sécuriser notre uniforme, notre arme de police. Là, on mettait ça dans la valise. Ouais. Puis on attendait le camion. Puis là, ben, évidemment, je dis on attendait le camion. Là, s'il y avait du sauvetage, on se dépêchait. On allait faire le sauvetage et tout ça. Fait que là, le camion arrivait. Là, on se dépêchait à... je vais dire le terme de pompier, là, on coplonnait là, le gros boyau sur la borne incendie, sur la borne fontaine. Puis après ça, ben, là, vite l'appareil respiratoire. Puis là, on prenait le boyau et on allait éteindre. Ouais. T'étais capable de tenir le boyau? Oui, ben, mais c'est quand même un équipement qui est pesant. Puis là, ouais. Puis, t'as-tu une anecdote là, qui te vient en tête... pas subitement, là, mais spontanément, sur quelque chose qui t'a rendu fier de toi, d'être dans la police, que t'as fait « Oh wow, là, je suis vraiment à ma place ». Ben assurément, j'en ai plein. Donc, là, t'es officiellement patrouilleuse, il se passe toutes sortes d'anecdotes, tel un film à la Hollywood ou pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment t'as évolué? Comment t'as gradué? Ben, à un moment donné, il y a un concours qui ouvre pour pouvoir appliquer pour un poste d'enquêteur. Fait que là, à ce moment-là, je me dis, ouais, je ne sais pas trop si c'est fait pour moi. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Puis à l'époque, j'ai un conjoint qui est aussi policier qui me dit, ben voyons, ce poste-là, il est fait pour toi. Fait que là, je dis, OK, ouais, c'est vrai, je pourrais peut-être l'essayer à ce moment-là. Puis, dans une période où je ressors, tu sais, j'ai été en arrêt maladie parce que je me suis blessée dans une intervention, justement, une intervention policière où ce qu'on a eu finalement maîtrisé quelqu'un, mais en tout cas, je me blesse à l'épaule. Suite à ça, je dois subir une opération à l'hôpital. Puis pendant cette période-là de convalescence, on dirait que c'est comme un moment de temps d'arrêt, là, où ce que tu te remets un peu en question, puis tu te dis, ben, c'est-tu vraiment ça que je voulais faire? Est-ce que, finalement, est-ce que je réussis à m'accomplir comme personne? Est-ce que c'est vraiment ce que j'aspirais? Puis là, ben, je reviens au travail, puis quelques semaines après, il y a cette ouverture de poste-là. Fait que là, c'est sûr que là, suite à ça, bon, ouais, là, j'applique-tu? Puis là, finalement, bon, on décide de faire le processus en me disant, je vais le faire pour voir. Mais là, plus j'étudie, plus je m'investis dans ce processus-là en me disant, oui, je veux le voir, mais finalement, je me dis, non, je veux pas juste voir, là, je veux finir première puis avoir le poste, parce que il y avait qu'un seul poste, là, où on pouvait obtenir la permanence, là, aux enquêtes. Fait que là, je m'investis, je demande à des collègues de me donner un coup de main, des collègues qui ont soit été enquêteurs ou en tout cas. Fait que là, je prends des journées de congé, puis vraiment, je m'investis dans mon étude, puis je suis très structurée, puis je fais de la visualisation positive pour tenter de me dire, faut que je le réussisse. Puis finalement, ben, je fais les examens, puis je finis première, finalement. Fait que j'obtiens le poste à ce moment-là. Fait que là, c'est là que j'arrive aux enquêtes en décembre 2009. Quelques semaines, en fait, avant mon départ pour Vancouver, parce que j'ai participé aussi, j'ai été faire de la sécurité pendant les Jeux olympiques à Vancouver en 2010. Wow! On était un contingent, de 10 policiers peut-être, là, je me souviens plus exactement le nombre de policiers, mais on était quelques policiers de mon organisation qui sont partis, là, 4 à 5 à 6 semaines, là, à Vancouver pour faire de la sécurité pour les Jeux olympiques. Fait que ça aussi, ça a été un beau dépaysement parce que j'avais pris des cours d'anglais pour pouvoir réussir comme le test de sélection, pour pouvoir être sélectionnée pour représenter mon organisation. Fait que pour moi, ça me sortait de ma zone de confort parce que j'étais pas bilingue. J'avais eu à travailler fort pour pouvoir apprendre à m'exprimer, à comprendre et tout ça. Fait que ça a été aussi un beau dépassement de soi, une belle réussite de me dire, ben tu sais, là, j'arrive aux enquêtes, je fais comme 4 semaines, je m'en vais à Vancouver, je vis une expérience, hors du commun, parce qu'évidemment, c'est une expérience d'une vie. Puis après ça, je reviens, puis là, là, on embarque comme il faut dans la job d'enquête avec toutes les formations qui viendront avec, évidemment, parce que ça prend des formations supplémentaires pour pouvoir, en vertu de la loi sur la police, pouvoir exercer la fonction d'enquêteur. Et est-ce qu'on parle des mêmes exercices, c'est-à-dire un examen, par exemple, écrit et physique? Pour pouvoir accéder au poste d'enquêteur, ben là, à ce moment-là, c'était un examen de connaissance, qui est la première étape. Puis par la suite, il y a un examen qu'on appelle un examen par simulation, qui dure une journée. Fait que là,
2 simulations avec un comédien, comme si on simulait une intervention comme enquêteur, puis 2 simulations, mais à l'écrit. OK. Donc, c'est dans vraiment, je vous dirais, la journée commence, mettons, à 8 heures, se termine à 4 heures, puis parmi ça, là, mettons, ils te donnent ton test écrit, tu commences le test écrit, mais là, à un moment donné, ils viennent te porter une fiche pour te préparer pour ta simulation avec le comédien, mais là, tu as tes idées, fait que là, tu vas pas perdre tes idées, mais en même temps, tu as comme juste 20 minutes pour prendre connaissance de la fiche, fait que tu dis, attends, je vais marquer mes idées sur ma feuille pour pas les perdre, puis après ça, puis je me souviens, là, je me dépêchais pour écrire, pour pas perdre mon fil conducteur, puis là, à un moment donné, j'ai regardé l'horloge, puis j'ai fait, il me reste juste comme 10 minutes, alors que c'était 20 minutes, fait que là, je regarde, je me mets à analyser les documents, il y avait comme plein de documents, des cartes d'appel, tu sais, pour démontrer les différents appels qu'il y avait eu au bloc appartement. Puis après ça, là, je rencontre un citoyen qui était un propriétaire, puis là, qui se plaignait d'une situation. Mais tu sais, c'était vraiment important que je prenne ce temps-là pour bien analyser le contenu. Fait que ça, c'était l'avant-midi, puis là, je me souviens que sur l'heure du dîner, je me disais « Ah, mon Dieu, j'ai échoué, j'ai tout moffé pour mes examens. » Mais c'est pas grave, je vais faire l'après-midi. Fait que là, je fais l'après-midi, puis le soir, je fais « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, quelle journée terrible, c'est sûr que j'ai pas réussi. » Fait que là, quelques jours plus tard, quand je rencontre mon supérieur, puis là... Il prend son air plus grave, puis là, il commence à me dire ce qui n'a pas bien été, puis là, je fais « Oh, mon Dieu, c'est fini. » Puis là, il finit par me dire « Mais t'as passé ton examen. » Là, je fais « Dis-tu la vérité? Là? Es-tu sérieux? » J'avais tellement l'impression que ça avait pas bien été, fait que... Mais là, pour m'apprendre que... stressante, hein? Gestion de stress, d'anxiété. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, je comprends bien les candidats quand ils ont cette journée-là à penser. Fait que je leur dis, tant ou longtemps que t'as pas vécu cette journée-là, tu peux pas comprendre. Faut le vivre. C'est quoi le stress? Faut le comprendre. Fait que ça a été une belle... j'étais bien contente de pouvoir finalement réussir ça. Puis ça a été... des belles années d'apprentissage aussi, là, puis... Combien d'années, hein? Parce que tu as été enquêteur au crime contre la personne. Oui, c'est ça. Combien d'années? Je l'ai été jusqu'en décembre 2018 avant de devenir lieutenant. Fait que donc, de décembre 2009 jusqu'à décembre 2018. Wow. Fait quand même 9 ans. Ouais. Avant de devenir pendant une année lieutenant détective, donc responsable d'une petite équipe d'enquêteurs, avant d'accéder à ma nouvelle chaise de capitaine. Ouais. Fait que là, pendant ces 9 années-là, oui, ça a été beaucoup de formation, parce qu'il faut savoir qu'il y a une formation de base pour pouvoir devenir enquêteur, puis après ça, selon les différentes sphères que tu veux enquêter, bien, il y a certaines formations, dont, entre autres, là, tu parlais, Marie-Soleil, de crime contre la personne, mais là, en agression sexuelle, il y a une formation très spécialisée de 4 semaines, parce qu'évidemment, ça comprend plusieurs volets, tu sais, autant les enquêtes avec les enfants, tu sais, comment des techniques d'entrevue. Des techniques d'entrevue non suggestives avec les enfants, comment est-ce qu'on fait pour aller recueillir justement des verbalisations avec des enfants. Fait que tout ça, ça nous est enseigné. Comment faire l'examen des scènes de crime, comme on appelle, vraiment spécifiquement en matière d'agression, de nous faire rencontrer des médecins aussi pour nous parler, c'est quoi les blessures qu'on peut voir là, dans des cas d'enfants maltraités ou d'enfants agressés, par exemple. Fait que tu sais, ça a été vraiment une belle formation, super intéressante. Puis suite à ça... De vraiment travailler beaucoup de dossiers d'agression sexuelle, de crimes contre la personne, de dossiers de violence conjugale. Fait que, tu sais, j'ai vraiment touché ce créneau-là, je vous dirais, toute ma carrière d'enquêteur. Tu sais, j'en ai fait un peu, là, tu sais, ça arrive, là, quand on travaille sur l'horaire de soir, tu travailles ce qui arrive, là. Fait que, tu sais, s'il arrive du live à ce moment-là, puis qu'il procède à l'arrestation de quelqu'un qui a fait un vol qualifié, par exemple, même si c'était pas nécessairement mon créneau, là, je vais le travailler étant... tu sais, l'enquêteur qui travaille de soir, par exemple. Mais sinon, là, je vous dirais que je n'ai fait presque exclusivement de ce type de dossier-là. OK. Qu'est-ce que tu aimais le plus là-dedans, dans ton travail? La relation d'aide, je pense que c'était le contact avec le public. Ouais. D'être avec les gens, puis d'avoir l'impression de pouvoir faire une différence dans la vie des gens. Fait que de se dire, tu sais, peut-être qu'on ne sera pas capable nécessairement d'en arriver à une finalité
peut-être que que la personne voudrait avoir, mais de se dire au moins qu'elle puisse sentir que j'étais engagée puis que je voulais faire une différence. Fait que je pense que c'était ça beaucoup qui venait me chercher parce que à la base, là, quand mon patron, quand j'ai passé l'examen, m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux travailler comme créneau? » Je voulais pas lui répondre parce que je me disais « Ouais, je vais avoir l'air de la fille capricieuse qui veut dire... Fait que j'y avais dit « Oh non, je suis intéressée à tout. » Puis il m'avait dit « Non, je te vois au crime contre la personne. » Mais là, j'étais tellement contente parce que c'était là que je voulais aller. C'est ça que je voulais faire parce que pour moi, c'était ça qui était important, le contact humain. Puis ce sentiment-là de pouvoir peut-être justement faire une différence. Puis du côté enfant, comme je vous disais, parce que j'ai travaillé beaucoup de dossiers d'entente multisectorielle avec les enfants. Fait que, tu sais, ça arrive là, des dossiers où les enfants sont pas en mesure de verbaliser parce qu'ils sont trop jeunes. Puis bon, mais comment est-ce qu'on réussit à faire une preuve, par exemple, d'agression physique ou d'agression sexuelle quand l'enfant peut même pas te dire ce qui s'est passé? Mais tu sais, de pouvoir dire, je vais être la voix de cet enfant-là qui peut pas parler, ça m'animait. T'sais. Tantôt, tu m'as demandé, qu'est-ce qui t'a rendu fière? Mais je pense que il y a beaucoup de dossiers comme ça où de se dire, peut-être que j'ai pu permettre de faire une différence ou d'être la voix de ces enfants-là. Ou de changer la voix d'une personne. Ou de changer, oui, effectivement. Puis, même en interrogatoire, de sentir que des fois, peut-être que ça a pu avoir une... Tu sais, ça a pu faire peut-être une différence. Mais c'est sûr que ça a le côté peut-être un peu pervers de, tu sais, que quand tu veux travailler en relation d'aide, mais ça peut faire en sorte que des fois, c'est difficile des fois d'avoir toujours le pas de recul puis d'être capable de se dire, je suis détachée à 100%. Tu sais, veut pas, je suis une personne qui est très, très humaine. Fait que ça m'est arrivé des fois de vouloir tellement, tu sais, tu sais, puis de vivre comme la déception en même temps que la personne. Fait que, tu sais, veux pas, comment est-ce qu'on réussit à faire juste le juste milieu. Oui, c'est ça, pour quand même pouvoir continuer à être fonctionnel, tu sais, parce que tu veux pas nécessairement te mettre à pleurer avec la personne, mais en même temps, ça pouvait venir nous toucher aussi dans certaines situations. Il y a des dangers d'usure de compassion. Oui, exactement. Oui, exactement. Justement, tu parles de, là, ton parcours patrouilleuse, enquêteur, lieutenant, là, maintenant, tu es rendu dans un poste cadre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton poste et qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on doit développer? Qu'est-ce qu'on doit acquérir pour avoir un parcours comme le tien? Bon, mais là, mon poste actuellement, je vais commencer par... Mon poste comporte comme plusieurs, je vous dirais, terrains de jeu, là, en ce sens que je m'occupe de l'équipe des relations communautaires. Fait que, tu sais, je travaille avec l'équipe des relations communautaires, des relations publiques. J'ai moniteur en emploi de la force, un sergent en formation. Fait que tout ce qui est volet formation, le volet de s'assurer que nos patrouilleurs, nos enquêteurs ont la formation requise pour soit faire la spécialité qu'ils ont à faire ou, tu sais, d'avoir les mises à jour si, par exemple, un départ en absence en arrêt maladie ou bien un congé de maternité, après tant d'années, quand est-ce que tel policier doit retourner en actualisation, s'assurer que ses connaissances sont à jour. Bien, c'est tout lui qui gère le calendrier de formation pour s'assurer que tout le monde, là, finalement, soit ça accroche au niveau des connaissances. J'ai aussi quelqu'un de l'équipe qui travaille en matière, tout ce qui est directives, procédures. C'est quoi le guide des pratiques policières, puis comment est-ce qu'on fait pour arrimer nos directives en fonction là, du guide des pratiques policières. Fait il travaille aussi dans l'équipe. Donc, c'est vraiment diversifié. Évidemment, l'aspect aussi de mon travail, si jamais, par exemple, il y a un citoyen qui se dit, moi, je suis pas satisfait du travail des policiers, puis que c'est pas du recours de la déontologie policière, par exemple, puis que là, il allègue, ce policier-là, il a abusé de la force, par exemple. Ça tombe sur mon bureau la majorité du temps. Tu sais, pour faire l'enquête, puis par la suite déterminer, là, soumettre ça à un procureur le procureur décidera est-ce que le policier a utilisé la force plus que nécessaire ou non, par exemple. Fait que ça fait partie aussi de mes fonctions. Après ça, c'est ça. Je pense, puis comme je vous dis, ce que j'aime avec l'aspect relations communautaires, c'est vraiment un autre contexte, parce que souvent, dans les relations communautaires, on est en sensibilisation, en prévention. On est souvent finalement, avant que le drame arrive, là, finalement, on veut pas que ça arrive. Fait qu'on est souvent dans un contact très positif avec les gens. Fait que ça a été rafraîchissant de pouvoir justement dire,
ben, de sortir un peu du fait que, tu sais, on voit souvent, là, quand on est aux enquêtes, ou, tu sais, on voit beaucoup de dossiers difficiles parce que, veut Ben pas, oui. les gens vivent des choses. Puis là, de dire, bon, mais il y a aussi des belles choses qui se passent. Fait que, tu sais, de pouvoir être dans un contact positif, dans un contact où ce que les gens sont contents de nous voir, Ouais. de pouvoir nous poser des questions. Fait que ça aussi, je dirais que c'est quelque chose de super plaisant, de super agréable dans mes tâches actuellement. Puis comment tu trouves ça? Parce que t'es dans la police, c'est un milieu qui est typiquement masculin, en majorité. T'es cadre, ça aussi, j'imagine que ça doit être majoritairement masculin. Ben, Tes collègues? je vous dirais qu'il y a une inspectrice aussi. En fait, la première gradée là, de l'organisation là, est maintenant inspectrice. Ok. Il y a moi comme capitaine, mais il y a aussi des cadres civils. Donc, on travaille aussi avec du personnel civil qui sont aussi cadres, des cadres féminines. Là. Fait que finalement, on a quand même un beau ratio, là, je vous dirais, là, à ce niveau-là. Puis des fois, est-ce que tu as eu l'impression que le fait d'être une femme, ça a été un obstacle dans ta carrière, autant au niveau de ton poste de cadre que de patrouilleuse? Ben, de moins en moins en vieillissant. Je vous dirais que, tu sais, des fois, comme patrouilleur, dans certaines situations, tu sais, je vous le cacherai pas, des fois, une situation où ce que ça brasse, puis là, tout dépendamment avec qui tu travailles, mais des fois, tu dis, ah, ben, je suis contente de le voir arriver, là, mon collègue masculin, ou ben, tout dépendant. Tu sais, comme je vous dis, j'ai travaillé plusieurs années avec des filles, puis qu'on avait vraiment une belle chimie, fait que je me disais, je le sais qu'on va être capable d'y parvenir, puis si jamais on est vraiment dans une situation problématique, les gars vont venir, tu sais, si on a besoin, mais, tu sais, de dire où ce que j'ai regretté, je vous dirais, ou que trouver ça plus difficile, je vous dirais que je pense qu'au contraire, je pense que les gens ont su tu sais, les gens auprès de qui je suis intervenue, souvent j'ai eu le commentaire « Ah, ben je suis contente d'être tombée sur vous. Ben, tu sais, ça me rassurait dans ma façon d'être. Ça me rassurait dans... Puis en même temps, je voulais pas me dénaturer. Je voulais rester moi-même, puis je voulais, tu sais, pouvoir garder ma... Oui, c'est ça. Garder tu sais, ma personnalité, puis tout ça. Puis je me disais, ben si c'est pas ça qu'ils veulent, ben finalement, je serais pas heureuse. Fait que, tu sais, je veux rester moi-même. Fait que je pense que quand même, dans toute ma carrière, Et on c'était peut ça. rester authentique et faire une carrière dans la police? Oui, ben assurément, parce que je vous dirais, sinon je serais plus là aujourd'hui. OK. Parce que sinon, j'aurais pas été heureuse dans mon métier. Et là, de bout à bout, depuis combien de temps tu travailles pour la police? Hey, mon Dieu, celle-là, ça a fait... je suis rentrée en 2002. Ah, ça va faire 20... Ouais, c'est ça, je suis rentrée je me trompe-tu? Avril 2002. Puis là, on va être en 2023. Ouais, ça a fait 20 ans. Ça a fait 20 ans. Fait que là, bientôt 21. Fait que, oui, c'est déjà. Tu vas avoir quelque chose à fêter bientôt. Hey, Seigneur, oui, c'est que ça s'en vient vite. Ouais. Ben bravo. Est-ce que, je me permets une petite question un petit peu plus personnelle, comment tu as trouvé la conciliation travail-vie personnelle? Comme policière, t'es au fait, t'es à l'affût d'une certaine réalité quand même qui est parfois lourde, qui est parfois traumatisante pour les gens. T'as peut-être eu des enfants dans ton entourage. Comment tu conciliais, tu sais, on parlait de compassion, de la lourdeur d'émotions. C'est quoi ton truc? Ben, et moi, j'ai une facilité beaucoup à parler de ce que je vis. Fait que ça, j'avais quand même une facilité de pouvoir dire... Bon, mais de pouvoir le verbaliser. Fait que je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée, de pouvoir en parler, que ce soit avec mon conjoint ou des amis, de pouvoir l'exprimer. Je pense que c'est ça. De pouvoir le dire, puis de pas avoir peur, de pas rester avec ça finalement. Je pense que ça a été ça. Évidemment, de bouger, d'avoir une bonne discipline de vie, ça, c'est essentiel. Fait que, il y a des moments où je suis moins capable d'intégrer l'exercice physique. Fait que là, je le sens, là, que mentalement, c'est plus difficile. Là, je me dis, bon, je serais due pour recommencer à faire du sport parce que quand je réussis à garder une discipline sportive, ben là, je sens que, émotionnellement parlant, ou, tu sais, je suis plus... C'est plus facile. Ben oui, exactement. Tu sais, de pouvoir
mieux gérer le stress, mieux gérer justement peut-être ce qui est plus lourd au niveau soit de l'information quand on parle de dossier ou bien en termes de charge de travail. Fait que je pense que c'est comme ça, mais je vous dirais que principalement, ça a été d'évacuer beaucoup en parlant, là, en pouvant le dire. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre, dans le fond, ce que je constate, c'est d'être à l'écoute de soi, de se respecter dans ses besoins aussi. Puis c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux femmes, particulièrement au Calax, là, pour reprendre un contrôle sur sa vie, etc. Donc, c'est important aussi, dans n'importe quel contexte, de faire attention à soi. Puis est-ce que dans la police, vous avez accès, par exemple, à des rencontres, des consultations psychologiques? Oui. Puis je vous dirais que là, plus particulièrement, là, depuis... quelques années, là, c'est vraiment au cœur des priorités de nos gestionnaires de vraiment travailler, en santé psychologique. Tout d'abord, ça avait débuté, je vous dirais que depuis plusieurs années, on a accès à un programme d'aide aux employés. Donc, tu as besoin, par exemple, de consulter, c'est confidentiel, tu as un numéro de téléphone, tu téléphones, tu peux avoir des rencontres là, qui sont couvertes par ton programme d'aide aux employés avec un psychologue. Fait qu'il y a un volet comme ça. Mais là, de plus en plus, de s'en venir à avoir un service vraiment spécialisé en santé psychologique. Il y a eu un premier projet qui a été fait avec les enquêteurs qui travaillaient justement au niveau des agressions sexuelles, de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour préserver leur santé? Parce que, veux pas, justement, là, tantôt tu parlais d'usure de compassion, de syndrome vicariant. Comment est-ce qu'on fait justement pour protéger notre monde, pour être capable d'être capable d'en faire encore, puis de poursuivre dans cette lignée-là? Parce que il faut pas se leurrer. Tu sais, si des fois, là, les gens peuvent se dire, mais mettons, j'ai rencontré un policier aujourd'hui, il était sec, puis il me semble qu'il n'avait pas le goût d'être à l'ouvrage, mais c'est un peu ça aussi, hein. Tu sais, à force de vivre des choses difficiles, ça peut se répercuter après ça dans une attitude, puis c'est pas parce que la personne n'est pas gentille, mais la personne est peut-être juste finalement fatiguée ou, tu sais, son verre d'eau est rempli, puis... Tu sais, c'est pas nécessairement la bonne chose, mais là, c'est un signal peut-être de se dire « Ouais, il me semble que j'ai moins le goût. Il me semble que là, je me sens moins compatissant. » Oui, c'est ça. Ou bien la personne, elle me parle, puis je suis pas touchée par son histoire. J'ai moins de tolérance. Oui, exactement. Fait que c'est d'être quand même à l'affût de ces signaux-là, mais pour revenir à ce que je disais, la direction, les gestionnaires avaient beaucoup ce désir-là de pouvoir... garder ses équipes en santé, finalement. Fait que tout ça a débuté justement avec un projet avec les enquêteurs au niveau des agressions sexuelles. Puis là, maintenant, ça s'est vraiment répandu parce que l'objectif, c'est que tous les policiers de l'organisation et aussi les gens des télécommunications, en fait, ceux qui prennent les appels de pouvoir, qui parlent directement. Bien, nous, on n'a pas le 911. On n'a plus le 911. En fait, c'est une compagnie privée, mais par la suite, quand le transfert se fait chez nous, puis qu'ils prennent les détails, par exemple, pour l'appel, on veut que ces gens-là puissent bénéficier de ça. Donc là, ils travaillent activement pour pouvoir justement offrir un service qui est vraiment plus spécifique à notre réalité. Puis là, il y a eu des rencontres qui se sont faites dans l'année avec une psychologue qui était vraiment, je vous dirais... qui a une spécialité, mais en lien avec tout ce qui est métier policier. Parce qu'évidemment, dans notre programme d'aide aux employés, on rencontre des psychologues qui ont des formations, peut-être plus générales, mais pour certains d'entre eux, il y en a qui connaissent pas tant notre métier. Puis des fois, dans ta rencontre, tu passes plus de temps finalement à expliquer c'est quoi le métier avant d'en arriver à expliquer qu'est-ce qui fait que tu es assis devant la personne. C'est des besoins spécifiques. Exactement. Fait que c'est pour ça que l'objectif était... Tout ça en partenariat aussi avec l'École nationale qui mène en parallèle un projet de recherche, justement dans l'objectif de, éventuellement, peut-être être capable de former vraiment une équipe de psychologues qui auront vraiment une spécialité en lien avec les métiers d'urgence. Pour vraiment, là, dans l'optique, comme je vous dis, c'est une priorité, la santé psychologique, de pouvoir garder notre monde en pleine santé. Il faut hein, si on veut garder notre monde, puis... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, qui hésite à s'en aller dans la police, tu sais? Si tu te remets, mettons, à l'étudiante là, en secondaire 5, qui pense justement un petit peu comme toi, qui regarde des séries, qui trouve ça intéressant, et qui se dit « Ah, je sais pas », qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, de suivre son rêve. Si c'est ça, intérieurement, qui l'anime, puis qu'elle a ce désir-là de vouloir aider, ce désir-là de justice, que justice puisse être rendue, puis de pouvoir faire la différence dans la vie des gens, mais de dire... saute à pieds joints dans ton rêve, tu sais, puis c'est de mettre les efforts parce que c'est vraiment une belle carrière où ce que
tu pourras avoir l'opportunité de te dépasser, de réaliser des belles choses, puis oui, d'assurément, c'est plein de beaux défis finalement à relever là, de jour en jour. Puis ça peut être positif, même pour une femme. C'est pas un obstacle là, dans le Ben domaine. non, puis je vous dirais que c'est une force souvent. Tu sais, on Ouais. peut le transformer en force. Moi, je suis fière de pouvoir justement tu sais, avoir ma sensibilité. Puis c'est toujours un peu le message que, tu sais, que je dis aux jeunes femmes. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, on peut pleurer puis être forte, là. Tu sais, je veux dire, on est capable Ben de... oui, ben oui. Tu sais, d'avoir cette sensibilité-là, mais ça fait, tu sais, on peut avoir une très belle force, là, par notre Effectivement, sensibilité. Ouais. émotion n'égale pas faiblesse. Non, Au non, contraire, au il faut avoir contraire. la force de les vivre, C'est ça. nos émotions. Exactement. En fait, c'est qu'on a fait des petites recherches sur toi, Carole. On te cachera pas, on a fait des petites recherches, puis on a vu que tu étais impliquée sur le projet XOX. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, en fait, il faut savoir que... là, je veux juste me replacer dans le temps. Parce que maintenant, avec tout ce qu'on a pu voir dans les médias, avec les nombreux féminicides et tout ça, le ministère de la Sécurité publique, avec le gouvernement, puis tout ça, a offert des sommes, finalement, à des organisations policières en disant, ben démontrez-nous, faites-nous des projets, finalement, pour nous démontrer comment est-ce que vous pourriez bonifier encore plus l'offre de services que vous offrez actuellement. Parce que, je veux dire, ça n'a pas changé. Je veux dire, depuis des années, on répond aux appels de violence conjugale, puis il y a des interventions qui se font, mais qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être différemment? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire davantage que vous n'aviez pas nécessairement l'occasion de faire avant? Puis maintenant, aujourd'hui, bien, on a une policière ressource là, vraiment dédiée en violence conjugale qui s'occupe d'un tout un volet de prévention, autant d'un volet prévention primaire, secondaire et tertiaire. Fait que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher autant nos jeunes femmes, mais aussi les gens qui pourraient être victimes, mais aussi les gens qui pourraient être soit des potentiels agresseurs. Tu sais, des gens qui proviennent de milieux, par exemple, malheureusement, où ils ont peut-être été témoins de parents ou de relations peut-être moins, je veux dire, moins saines au niveau des relations amoureuses, puis de voir certains comportements. Mais est-ce qu'on est en mesure de les identifier, puis peut-être d'être capable de venir jouer un peu en prévention pour éviter qu'ils puissent reproduire ces comportements-là plus tard. Fait que je vous dirais que c'est beaucoup ce volet-là, c'est pour ça qu'on a présenté ça, en se disant c'est vraiment là-dessus qu'on veut venir travailler, parce qu'évidemment, tout ce qu'on fait en termes d'intervention, bien, on va continuer à s'améliorer puis à continuer de travailler bien comme on le fait. Mais comment est-ce qu'on peut jouer, peut-être venir travailler en amont, puis travailler en amont pour vraiment peut-être faire en sorte qu'on peut donner des outils supplémentaires, peut-être pour mieux reconnaître, pour mieux dire, ah ben là, peut-être que là, finalement, ce que je vis là, c'est pas acceptable, donc je dois le dire, je dois mettre mes limites, puis tout ça. Fait que le projet XOX, en collaboration avec la Maison d'hébergement de Connivence, parce que c'est eux qui ont réussi à importer, en fait, ce projet-là qui provient d'une autre maison d'hébergement. En fait, c'est tout un beau programme de prévention qui se donne dans les écoles secondaires, vraiment dédié pour les secondaires 4. Donc, avec notre agente ressources, qui est l'agente NJ Jacques, elle fait la tournée là, à ce moment-là des classes de secondaire 4 là, avec une intervenante de la Maison de Connivence. Puis l'objectif, c'est avec des tablettes, fait que c'est sûr que ça parle aux jeunes parce que tout l'aspect technologique, de venir un peu leur faire prendre des décisions en lien avec, bon, mais la situation que tu vois là, qu'est-ce que tu devrais faire dans une situation que tu vois? Ça serait quoi la bonne chose à faire? Puis là, ils les mettent en contexte avec différents comportements. Puis là, le jeune, il faut qu'il se dise, ouais, bon, ben finalement, dans une situation comme ça, ben c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Est-ce que je dois dénoncer? Est-ce que je dois pas dénoncer? Fait que c'est bien, puis ça amène aussi, là... les intervenantes, bien, autant l'intervenante qui accompagne l'agent Jacques, bien, c'est de venir justement démystifier un peu chacun de ces mises en situation-là. Fait que ça a vraiment un beau succès jusqu'à maintenant. Ouais. Puis on veut vraiment continuer ce partenariat-là. Dans toutes les écoles à Trois-Rivières? Oui, bien, toutes les écoles secondaires, assurément. Puis évidemment, là, on veut travailler un projet, comment est-ce qu'on peut aller rejoindre justement ces jeunes-là qui pourraient peut-être être des potentiels auteurs de violence. Donc, on a des collaborations, évidemment, avec Accord Moxie. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, justement, peut-être pour mieux rejoindre, puis peut-être aller les rejoindre peut-être sous un autre volet pour être capable, peut-être, là, à réussir à faire une différence, là, à ce moment-là.
Ben bravo vraiment pour le beau projet. Là, je vois tout aussi l'aspect éducation qui est important parce qu'à l'école, on n'apprend pas nécessairement le savoir-être, les relations saines. Donc, c'est vraiment important dans le souci d'une société en santé. Ça va nous coûter moins cher en criminalité. Donc, bravo à la police, bravo à la Maison de connivence, tous les collaborateurs. On vous salue. Bonjour, NJ. Puis en complément, je peux peut-être rajouter que, tu sais, là, je parlais de secondaire 4, mais secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5 aussi, il y a quand même la présence d'un policier, l'agent Samuel Milot, qui se présente justement dans les classes pour aller parler de cyber-intimidation ou, tu sais, de comportement, justement, là. C'est quoi les comportements acceptables? C'est quoi les comportements qui ne le sont pas? Quelles sont les conséquences aussi possibles? Fait que je vous dirais, là, on est super présent, oui, au secondaire, mais aussi aux écoles, avec les écoles primaires. On a des policiers qui se déplacent dans les classes, qui vont faire de la sensibilisation, que ce soit effectivement sur des comportements, tu sais, d'expliquer les bons comportements à avoir, ces choses-là. Donc, aussi pour démystifier les dangers des médias sociaux, d'utilisation, par exemple, des technologies. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait, là, je vous dirais, de l'école primaire jusqu'à la vie adulte, tout ça dans un espoir, là, le plus possible de pouvoir outiller notre jeunesse. Wow, beau projet. Écoute, Carole, moi, je dois t'avouer que j'ai un petit coup de cœur pour toi. Je te connais un peu, là, sans dire qu'on est des amis. On est quand même des connaissances depuis quelques années parce que tu t'es impliquée dans... T'es militante, tu t'impliques socialement dans ta communauté aussi de façon bénévole. Peux-tu me parler de ton implication, où, comment, combien de temps et pourquoi c'est important pour toi? Parce que, tu sais, j'aurais pu comprendre humainement en faisant le métier de policière, ben tu sais, tu veux faire des cours de tricot là, pour te changer les idées. Mais non, tu choisis la violence faite aux femmes. Donc, explique-moi ça, parle-moi-en. Bien, comme je vous disais un peu d'emblée tout à l'heure, quand, tu sais, je veux dire, étant enfant, j'ai été élevée un peu avec ces valeurs-là de générosité, de pouvoir être en mesure d'aider son prochain. Fait que j'en ai fait beaucoup de bénévolat quand j'étais jeune, là, tu sais, je veux dire que ce soit les paniers de Noël, de ramasser la guignolée, la vente de jonquilles pour le cancer. Tu sais, j'ai eu à m'impliquer là, auprès de ma communauté, puis ça a toujours été des situations super positives, en fait, pour moi. Puis quand j'étais jeune policière, là, je me souviens plus de l'année, là, faudrait peut-être, je pense que je l'ai, là, je vais leur vérifier l'année, mais j'avais rencontré Joanne Fréchette, puis elle m'avait abordé pour me demander « Veux-tu faire partie du conseil d'administration de connivence? » Mais là, je suis pas vieille, c'est quoi ça un conseil d'administration? Ça mange quoi en hiver? Puis là, ben, elle m'avait dit « Ben, viens donc voir, tu sais, être observatrice, tu sais, viens voir ce que c'est. Ça t'engage à rien. » Puis si jamais, ben ça te plaît, ben on t'embarque avec nous. Puis si ça te plaît pas, ben finalement, ben tu continues ton chemin. Puis tu sais, là, je me demandais à ce moment-là, tu sais, pourquoi qu'elle me demande à moi. Puis je me souvenais que j'avais fait une intervention, là, elle finit par me dire que c'est suite à une intervention, il y a une intervenante finalement qui m'avait trouvée gentille, puis appropriée, possiblement dans l'approche que j'avais eue. Je me rappelle. Mais je me souviens plus c'était avec quelle intervenante. Mais t'étais-tu avec toi? Ah, je le sais pas, mais oui, ça c'était en lien avec une intervention que j'avais faite. Fait que finalement, ça a commencé là. Là, j'ai ressorti mes affaires, parce que je me souvenais pas. C'était en 2004 jusqu'en 2017 que j'ai été sur le conseil d'administration. Quand même! Ouais. Mon Dieu! Puis là, ben, en 2017, là, j'ai quitté parce que je me disais, là, je manque de temps parce que j'avais commencé une formation à l'université, là, un diplôme d'études supérieures là, à l'université. Suite à 2 certificats que j'avais obtenus, là, je voulais entreprendre la maîtrise universitaire. On avait cette opportunité-là, étant donné qu'on a une expérience de travail, de pouvoir, même avec seulement qu'un certificat, de pouvoir aller directement au programme de maîtrise sans bac, finalement. Fait que là, moi, j'ai réussi à finaliser 2 certificats. Fait que là, je me suis inscrite à ce cours-là. Fait que là, suite à ça, là, à un moment donné, manque de temps. Puis là, je sentais que je ne pouvais pas être à 100%. Là, je me disais, bon, arrête de trop commencer d'affaires à ce moment-là. Puis là, je me disais, ben est-ce que je peux me faire remplacer par quelqu'un de mon organisation? Puis c'est là que j'ai demandé, finalement, à ma supérieure, qui est aujourd'hui inspectrice là, aux opérations policières. Donc, l'inspectrice Stéphanie Marion, c'est elle qui a repris finalement la suite
pour le conseil d'administration. Wow, belle implication, vraiment, bravo. Oui, pour, j'ai adoré ces années-là. Mais ce que j'entends, c'est que ça faisait partie de tes valeurs. Déjà Vraiment. très jeune, Oui. t'es généreuse de ta personne, tu l'as appris de ta famille, puis c'était important pour toi de Oui. redonner. Exactement. Redonner au suivant. Ouais. OK. Pourquoi une journée internationale des droits des femmes en 2023? Ben moi, je dirais pas juste une journée. Il faudrait que ça soit comme tous les jours, là, la journée de la femme. Ça serait important parce qu'on se fait beaucoup taquiner à l'ouvrage. « Ah, c'est votre journée, on peut pas vous ostiner aujourd'hui. Ah. Fait que ça vient un peu, mais c'est cocasse, là, tu sais, je veux dire, avec nos collègues. C'est bien Mais en fait, intentionné. c'est quand même bien de pouvoir peut-être identifier vraiment là, tout ce que les femmes ont eu à traverser comme parcours et tout ça, comme défi. Donc, c'est bien de faire un rappel, je pense. Mais quand je vous dis que ça devrait être quand même à tous les jours, parce qu'évidemment, ça ne devrait pas être qu'une seule journée, mais je pense que c'est important qu'on puisse juste se rappeler, en fait. Puis pour avoir gagné nos droits, on Oui. s'est battu à tous les jours Exactement. aussi depuis des décennies. Donc, je suis tout Exactement. à fait d'accord. Quel est le droit auquel tu ne renoncerais pas? Le droit de parole, OK. d'opinion, Ouais. Ouais. OK. Et on est en 2050. Qu'est-ce que tu souhaites pour la génération des jeunes femmes, des jeunes filles? Ben, je souhaite, en fait, qu'ils puissent être libres, en fait. Tu sais, d'arrêter de toujours... tu sais, de se mettre un frein. De se dire, ben là, ça, je peux pas le réussir parce que je suis une femme. Ou... tu sais, juste de pouvoir être vous. Puis de pas se mettre des barrières juste parce qu'on a l'impression que des fois, l'extérieur nous en met. Tu sais, fait que je veux juste qu'ils puissent se sentir libres de faire ce qu'elles veulent sans avoir le souci ou la peur d'être jugées ou d'être... ouais. Qu'est-ce que tu penses du tribunal spécialisé actuel? Là? On est dans un... Bon, il y a eu le mouvement MeToo, etc. On s'est aperçu que le traitement des dossiers agression sexuelle et violence conjugale avait peut-être des besoins particuliers. Les femmes avaient des besoins particuliers. Qu'est-ce que tu penses du projet en cours en ce moment? Ben, je pense que c'est vraiment une belle initiative. J'ai hâte de voir concrètement, parce qu'évidemment, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir soit assister ou de pouvoir voir concrètement comment est-ce que ça se représente dans la réalité, mais assurément, l'initiative est excellente. Fait que de voir, moi, je pense que ça va vraiment avoir un impact positif, je vais dire moyen terme, parce que là, on est dans la mise en place, les projets pilotes et tout ça, fait qu'on va laisser le temps justement aux différents endroits où ce que c'est mis en place, de pouvoir tester le produit, d'améliorer les choses. Mais je pense qu'il y a tellement une belle volonté derrière ça. Je pense que ça peut amener vraiment beaucoup de positifs. Puis qu'on va le voir, là. Je pense que ça va nous permettre de le voir avec le temps. Oui, assurément. Good. Et actuellement, dans notre système de justice, qu'est-ce que tu modifierais? Je te donne une baguette magique, tu peux modifier quelque chose. C'est quoi? Bien, j'enlèverais, je pense que... Parce qu'il y a beaucoup de restrictions en lien avec la Cour qui sont là actuellement. Bon, vous avez entendu parler dans les médias depuis plusieurs années de l'arrêt Jordan, par exemple. Bon, tu sais, il y a des jurisprudences comme ça qui viennent rajouter, je vous dirais, des difficultés pour les policiers. Parce que l'arrêt Jordan, pour ceux qui ne le savent pas, dès le moment où ce que la personne, par exemple, qu'un procureur décide de porter des accusations dans un dossier, bien là, finalement, le chronomètre part. Là. Fait que là, tu as tant de mois, par exemple, pour t'assurer que le dossier est complété. Mais évidemment, je vous dirais que dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des éléments de preuve. Ça nous prend soit des ordonnances judiciaires pour récupérer ces éléments de preuve-là, par exemple. Mais évidemment, ça prend du temps. Tu sais, oui, il faut rédiger l'ordonnance, mais par la suite, un coup que l'ordonnance, un juge l'a signée, bien, de la transmettre, par exemple, là, tout dépendamment à quel endroit tu dois récupérer la preuve, de pouvoir obtenir, finalement, je vous donne l'exemple, d'obtenir une preuve qui est numérique sur un ordinateur. Ouais. Bien là, si j'ai besoin de services spécialisés pour faire extraire cette preuve-là, mais que là, la personne qui s'en occupe, finalement, a 15 autres dossiers avant le mien, bien, tu sais, je veux dire, le délai s'accumule, puis c'est pas par mauvaise foi. Fait que de se dire, bien là, on a ce temps-là qui roule. Bon, bien, comment est-ce qu'on peut réussir à faire notre travail aussi efficacement en ayant ces enjeux de temps-là? Fait que c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait peut-être un petit peu plus
De souplesse. De souplesse en lien avec ça. Mais je pense que de plus en plus, tu sais, il y a une conscience en lien avec ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être aller chercher le juste milieu? Parce que, tu sais, autant d'avoir un bon traitement pour les victimes, mais aussi d'assurer une défense pleine et entière, par exemple, à quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction. Tu sais, parce qu'on reste dans notre système, on veut que ça puisse être aussi bien traité de part et d'autre, là. C'est intéressant, hein? C'est des enjeux puis une réalité qu'on connaît pas. Je sais pas s'il en parle dans le District 21. District 31! OK. Là, j'y vais vraiment avec le jeu question quiz. Tu as 5 secondes. Tu peux-tu y faire les 5 secondes? Je fais le chronomètre. Tu veux-tu? Es-tu consentante? Oui. D'accord. Alors, une femme, personnalité connue que tu admires. Je dirais Geneviève Guilbeault. Pourquoi? Ben, en fait, je pense que ça a été dans toute sa gestion de la pandémie. Tu sais, on se souvient, là, quand le premier ministre avait un mot plus dur, hein, donné 5 secondes. aux citoyens, là, c'était elle le mercredi après-midi qui venait faire le message, puis... OK. Une femme dans ton entourage que tu admires. Ben, ma mère. Pourquoi? Ben, parce que ma mère a été... une gestionnaire. Ben, finalement, elle a été infirmière toute sa vie, mais elle a fini gestionnaire, responsable en hébergement, ben, pas en hébergement, mais au niveau des soins infirmiers, mais pour une communauté de religieuses. Mais tout ça, en étant, tu sais, au tout début dans son parcours, tu sais, je veux dire, en étant maman, oui, bon, elle avait mon père, mais je veux dire, en étant maman de jeunes jumelles, de concilier la vie de maman avec des jumelles, mais les chiffres de nuit, puis... Aïe, aïe, hein? Puis après ça, ben un coup qu'on a grandi et tout ça, mais d'avoir un poste de gestion, d'avoir à gérer le personnel, tu sais, elle m'a parlé de ces situations-là, fait que de voir, elle vient de prendre sa retraite, ça fait peut-être 1 an et demi, alors qu'elle, bon, je suis jamais bonne avec les âges de mes parents, là, mais qu'elle approche 65 ans, fait que je me dis, my God, t'as été capable de te rendre à cet âge-là, tu sais, avec un emploi qui demandait beaucoup, parce qu'évidemment, la gestion de ressources humaines, c'est pas toujours simple. Non. Fait que oui. Tu admires en fait son évolution, sa progression dans toutes les sphères de sa vie. Oui. Bon, maman, salut. Qu'est-ce qui te choque le plus dans notre société? Mon Dieu, 5 secondes, attends un petit peu. Qu'est-ce qui me choque le plus? Les injustices. Ouais, que les gens naissent pas tous égaux. OK. 3 questions, 3 qualités que tu admires. 3 qualités que j'admire, ben, avoir le courage de ses convictions, d'avoir le leadership, de ne pas avoir peur de ce que les autres pensent puis de foncer. OK. Ce qui te donne espoir. Ben, la personne humaine. Une activité à conseiller? Le sport. Le chant, assurément. Un projet que tu caresses et que tu veux réaliser éventuellement. Un projet. Ben, je vous ai parlé de chant. Je pense que c'est vraiment en lien avec toute l'amélioration. De vraiment atteindre, de pouvoir réussir à me développer dans cette passion-là. Un métier que tu ferais si tu n'étais pas dans la police? Que ça serait encore dans le public. Ouais. Je pense que j'aurais aimé être psychologue si j'avais pas été policière. Ou j'aurais aimé... C'est peut-être un peu bizarre, mais de travailler dans la restauration. Parce que dans la restauration, d'avoir à servir c'est un les autre repas... stress, là. C'est un autre... C'est un autre stress, mais d'arriver puis de t'assurer que les gens sont satisfaits, qu'ils sont contents du service reçu, qu'ils ont bien mangé. Je pense que j'aurais... Une satisfaction à travers aimé. ça. Oui. OK. Ben peut-être à ta retraite, Carole. T'es encore jeune, tu sais. Un stéréotype ou un préjugé sur le métier de policier que tu es tannée d'entendre? Ben, vous êtes mangeux de beignes. Quand tu étais dans la patrouille, qu'est-ce qui te décourageait le plus? Qu'est-ce qui me décourageait le plus? Ben, des fois, de ne pas toujours avoir le temps de finaliser, mettons, ben, pas de finaliser. On n'a plus le temps. Oui, exactement! Mais oui, non, c'est ça, de pouvoir... Parce que, tu sais, des fois, il y a des journées que ça va tellement vite, qu'il y a tellement d'urgence, que là, c'est... faut finaliser l'intervention, il faut passer à une autre, tu sais, de pouvoir prendre le temps. Je pense que c'est ça qu'après ça, que j'ai pu apprécier du domaine des enquêtes, de me dire,
Là, aujourd'hui, on se rencontre, mais on va prendre le temps de bien faire la rencontre. Fait que c'est sûr qu'on est dans l'urgence comme patrouilleur, tu sais. Il faut répondre aux situations qui tu sais, que là, il y a peut-être des vies en danger ou, tu sais, une problématique au niveau de la sécurité. Fait qu'il faut aller s'assurer de contenir ça. Puis après ça, ben là, s'il y a une autre urgence, il faut aller la faire. Fait que c'est sûr que des fois, tu sais, on peut pas nécessairement juste prendre 2 heures avec la personne puis s'assurer. Tout est beau, là, mais tu sais, oui, il y a des situations qui le nécessitent, évidemment, mais, tu sais, il faut y aller par priorité, là, tu sais. Fait que ça amène que des fois, si la situation est un petit peu moins prioritaire, tu peux pas nécessairement là, arriver Même si elle est importante. Exactement. Tout est important, mais il faut y aller par priorité, Des choix évidemment. déchirants. Que ce soit en lien avec la sécurité ou la vie, tu sais, s'il y a un danger pour la vie. Ouais. Carole Lebel, merci. Merci d'avoir participé. Merci d'exister. Merci d'être un modèle. Puis je pense qu'à travers l'émission d'aujourd'hui, les gens, certaines personnes vont pouvoir s'inspirer de ton parcours et de voir l'espoir d'arriver à atteindre ses objectifs professionnels. Ben, merci beaucoup. Et personnels, je dois le dire. Oui. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous voir, les filles.